Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix sont avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Vous pouvez les interpeller, évoquer avec eux les sujets que nous vous proposons. Ce soir, un petit nouveau. Nous le resaluons, Abel Boilly, le président de l'association FR, Tous Uniques, Tous Unis, et auteur du livre Qu'est-ce qu'être français? William T, un habitué, le président du think tank Le Millénaire. Sacré boulot que vous faites tous ensemble, là, Le Millénaire. Et puis, Priscilla Ludowski, gilet jaune de la première heure. On le gardera à chaque fois. Ça. 5 ans, on y est encore. Ça marche bien. Tiens, moi, je serai là. Eh bien, bonjour, Priscilla. Elle était gilet jaune de la première heure. Bon, présidente de la Ligue citoyenne et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. C'était aux éditions Au Diable Vauvert. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Nous y allons, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Sommes-nous encore faits pour vivre ensemble, hommes, femmes? Sommes-nous encore compatibles? Les divorces, les violences conjugales, les méthodes de procréation, les genres, les sexualités, tout converge vers une séparation de l'homme et de la femme. Je t'aime moi non plus? Non, c'est beaucoup plus violent que ça. Hashtag féminisme, hashtag violence conjugale. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns des autres? C'est ce que nous vous proposons de c'est ce sur quoi nous vous proposons de réagir. X, le ex-compte Twitter de Sud Radio, pour l'instant large tendance pour dire que oui, effectivement, nous nous éloignons les uns les autres. Les vraies voix. Avant de nous laisser la parole, je vais accueillir Alexandra Vantimbella, qui est donc notre grande témoin, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et sophrologue. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bon, on voulait absolument vous avoir parce que, bien sûr, avec nos vraies voix, on va évoquer l'aspect sociétal, mais vous êtes dans l'intime. Est-ce que, moi, par exemple, j'ai un certain âge et je suis déjà parent de divorcés et mes grands-parents aussi avaient divorcé. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on a quand même l'impression que, par exemple, les familles monoparentales, ça se multiplie. Alors, oui, c'est vrai que dans les chiffres, on a quand même beaucoup de personnes séparées, de personnes célibataires également, qui n'ont même pas été en couple avant de se séparer, on va dire de couple durable. Alors, c'est vrai que moi, comme je suis thérapeute de couple, je vais plutôt voir des personnes qui sont encore ensemble. Oui, et on espère, et là ça dépend un peu de vous aussi quand même, c'est qu'ils le resteront. Mais c'est pas aussi simple que ça, justement. C'est tout le challenge, justement. Quand ils viennent voir un thérapeute ou une thérapeute, c'est souvent qu'ils sont au bord de la séparation. Donc, parfois, c'est déjà trop tard. Est-ce que ces séparations ont évolué au fil des années? Est-ce que celles d'aujourd'hui répondent à cette incompatibilité qu'on essayait de présenter là sur ce sujet qui est le nôtre aujourd'hui? Alors, je pense que ce que j'entends, moi, en tout cas, des personnes qui viennent me consulter, alors, beaucoup viennent pour des problématiques d'ordre sexologique, puisque je suis sexologue, mais souvent, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer autour de ce sujet de l'intime est en réalité beaucoup plus globale dans leur relation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui viennent impacter cet aspect-là, en fait, de la relation de couple. Donc, les autres aspects, il y a forcément le travail, le partage des tâches, l'éducation des enfants. Et effectivement, avec, je pense que dans nos sociétés où il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, comparativement à avant, on va dire, eh bien, il y a des sujets où les gens cherchent la manière de se répartir les tâches, les rôles, et donc tout ça, effectivement, ça fait partie des sujets de discussion lorsqu'ils viennent en séance. Bon, alors on va revenir évidemment avec vous sur ces détails, mais avec les vraies voix notamment, je voudrais juste vous donner donc ce premier chiffre qui tombe, la consultation X sur Radio. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns les autres? Pour l'instant, vous dites oui, tenez-vous bien, à 80%. 80%. Vous le ressentez ça, Abel Boilly, par exemple? À titre personnel, je ne parlerai pas de séparation ni d'éloignement, mais de redéfinition.
Il y a une redéfinition du rapport entre l'homme et la femme, redéfinition par l'ère du temps qui veut que dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, le socle familial n'est plus autant un pilier de la société comme ça pouvait l'être avant. Il y a le rapport à la performance aussi. Tout à l'heure, Madame parlait justement de l'intime. Je pense que la prolifération aussi de tout ce qui va être hypersexualisation dans la société. Oui, notamment nos petits jeunes qui sont confrontés à ça, ils arrivent et ils imaginent qu'il faut être comme Rocco Siffredi ou comme moi, par exemple. Non, je plaisante. Oui, c'est mon cœur, c'est mon cœur de travail, mais c'est vrai qu'il y a cette question de la performance. Et souvent, quand on parle de performance du côté des hommes, il y a toujours une vision égoïste de la performance. C'est comment vais-je pouvoir satisfaire une femme sans d'abord poser la question à qu'est-ce que la femme souhaite pour être satisfaite. Donc il y a cette dichotomie, cet éloignement. Et puis bien entendu, le troisième point, c'est le mouvement MeToo, la libération de la parole des femmes, qui est à la fois une bonne chose, mais qui pour moi, je travaille beaucoup sur le sujet des violences faites aux femmes aussi, est loin d'avoir tout réglé, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui malheureusement subissent des violences, sans compter le sujet de la pédocriminalité intrafamiliale aussi, qui est malheureusement un sport national. Donc voilà, c'est toute une redéfinition dans laquelle nous sommes, qui trouble la société. Ça constitue un grand trouble chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes, mais je pense que c'est quand même un moment par lequel il faut passer pour, je l'espère, arriver à une relation plus équilibrée entre l'homme et la femme. Vous avez tracé un portrait et un tableau complet. Revenons sur peut-être le premier point que vous avez évoqué. C'est vrai qu'au départ, nous sommes dans ce qu'on peut appeler une société patriarcale. En tout cas, c'est ce qui est dénoncé par les féministes. Écoutez la définition proposée par ce professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-La Sorbonne, Yvan Jablonka, sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est une structure de pensée qui confond le masculin et l'universel. C'est-à-dire, pour le dire autrement, beaucoup d'hommes considèrent qu'ils représentent tout le spectre de l'aventure humaine, que ce soit dans leurs pensées, leurs sentiments, leurs engagements. Et il m'a paru important de dire que le masculin n'incarne pas toute l'aventure humaine, mais le masculin n'incarne qu'une culture, un genre ou un point de vue. Priscilla Ludowski, vrai, c'est quoi cette société patriarcale? Vous la sentez telle qu'elle ou pas? Oui, je pense qu'évidemment ça a évolué parce que grâce à des militantes qui depuis de nombreuses années luttent pour les droits des femmes. Mais je pense qu'on arrive à un stade où il y a toute cette incompréhension, parfois des deux côtés aussi, parce que pour moi, je pense que sur beaucoup de sujets, on a la transition à la croisée de repenser les choses. Et que quand on doit où suis-je vraiment, c'est un peu la question. Exactement, où je me situe, comment je fais pour... déjà, comment je me documente, comment je comprends ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est à ma disposition pour que je comprenne ce qui se passe, où je me situe. Culturellement, est-ce que c'est en phase avec ce que moi j'ai connu? Et je pense que tout ce questionnement-là, alors ça aide parce que c'est important de se questionner, mais je pense que c'est difficile de trouver son chemin. Tout à l'heure, on parlait de séparation et je pense qu'on a comme ça ce qu'on a appelé des valeurs qui sont pas forcément des valeurs, mais qui sont des codes qui ont été institués à un instant T de l'histoire, comme le fait de vivre absolument ensemble quand on est en couple, ce qui en réalité est pas forcément une obligation. Et rien que le fait de remettre ça en question, de dire est-ce que vraiment quand on est en couple on doit habiter ensemble, est-ce que c'est important, pourquoi, dans quel type d'espace, et qu'est-ce qui fait que quand on est dans un espace très exigu, du coup on se retrouve à se taper dessus. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a le droit de remettre en question, mais c'est comment on le fait, avec qui on le fait, dans quelle sphère on le fait, à partir de quel âge aussi. La question de l'éducation elle est importante, je trouve aussi, autant dans la sphère familiale que par les programmes dispensés par l'éducation nationale. Évidemment, je ne veux pas me substituer à mon excellente collègue Brigitte Lahaie, tous les jours sur Sud Radio de 14 à 16h, mais nous avons la chance d'avoir Alexandra Vatimbella avec nous, qui est sexologue. On vient d'expliquer certains changements. Alexandra, est-ce que dans l'intime, est-ce que dans la sexualité du couple, on sent finalement, peut-être, je dirais, un petit peu d'inquiétude chez les hommes, si on essaye de tirer les tendances là, et puis un peu d'incompréhension chez les femmes? Alors, en fait, l'histoire de la performance, elle vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Oui, alors peut-être que c'est plus récent, ça, effectivement, par rapport à avant. Mais la plupart des personnes qui viennent me consulter viennent d'ailleurs souvent dans un premier temps seuls, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que leur partenaire voudrait ou ce dont leur partenaire aurait besoin. Et ça, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors,
pas forcément sur les mêmes sujets, hein, mais ce que je remarque quand même beaucoup, c'est que cette histoire du devoir conjugal existe toujours. Oui, oui. Voilà. Dans devoir conjugal, il y a devoir. C'est ça qui fait bizarre quand même. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Et alors ça, c'est sûr que c'est plus pour les femmes. Alors, mais il y a quand même cette histoire de performance derrière, finalement. Je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi et de ce qu'on attend d'une femme. Et concernant, ce que disait Abel, le fait d'avoir pour ces nouvelles générations grandi avec, on va dire, un afflux d'images pornographiques, est-ce que ça a aussi brouillé les données ? Ça peut, effectivement, ça peut laisser la place à certaines représentations autour de ce que serait une sexualité performante lorsqu'on est un homme vis-à-vis d'une femme, effectivement. Mais même, du coup, dans l'autre sens, c'est-à-dire, les femmes peuvent en fait avoir l'impression qu'elles doivent faire certaines pratiques ou avoir certains comportements pour rentrer dans les codes. Donc, c'est vrai que ça influence. Ce que j'entends, effectivement, enfin, on va dire que ce sont des sujets qui viennent en séance, bien sûr. Bon. Et aussi avec les addictions autour de la pornographie. Aussi, qui concernent plus particulièrement les hommes. Oui, voilà. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on va aussi dans ce débat parler des violences conjugales. Nous en avons parlé. Souvent, ça se fait sous emprise de l'alcool. On peut dire que l'alcool est une addiction. Là aussi, il y a ce problème d'addiction. Je voudrais avec vous, William Tay, évoquer ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le travail qui a pris une part énorme dans la société. Ces temps que nous avons à nous finalement, qui sont de plus en plus courts, mais ça concerne dans le couple aussi bien l'homme que la femme, puisque les deux travaillent. Oui, vous posez bien le sujet, parce qu'à l'époque, en fait, est-ce que les hommes et les femmes se séparent ? C'est surtout une question générationnelle. Je pense que si vous posez la question à des personnes qui ont plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans, elles vous donneront pas la même réponse que quelqu'un qui en a 20 ou 30. Donc il y a une première partie, c'est générationnel. Il y a une autre partie aussi, c'est que la vision du monde est à peu près équivalente pour 85% des Français dans les années 60, 70. Là, actuellement, on n'a pas la même vision du monde, que ce soit vous, Abel ou Priscilla et moi, ou même Madame, entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même idéal de qu'est-ce que c'est qu'une relation de couple, qu'est-ce que c'est qu'une relation à deux, et qu'est-ce que doit être une relation à plusieurs. Et à partir de là, à partir du moment où vous êtes sur une phase qui est plutôt libérale, c'est-à-dire d'augmentation des droits individuels, aussi bien des hommes que ceux de la femme, avec les mouvements qui ont été cités, MeToo, libéralisation de la femme, mai 68, etc., vous avez chacune des personnes qui veut vivre à sa manière. Surtout qu'en plus, le monde est désormais ouvert avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, les réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc maintenant, chacun veut vivre comment il le souhaite. Et quand vous voulez vivre comment il le souhaite, et comme chacun a très peu de temps disponible, aujourd'hui, le bien que nous avons le plus précieux, c'est pas l'argent, c'est surtout le temps. Donc aujourd'hui, vous devez consacrer sur comment vous devez répartir aujourd'hui votre temps libre. Est-ce que votre temps libre, vous décidez de le vivre à deux ? C'est difficile si par cas vous partagez pas forcément les mêmes idéaux de ce qu'ils doivent faire ou pas. Et la notion d'effort, notamment sur le fait de partager, comme l'a rappelé Madame, les tâches quotidiennes, le fait de devoir correspondre à l'idéal que l'autre partage et que vous partagez pas, fait que vous devez faire de plus en plus de sacrifices. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à faire des sacrifices, alors que dans l'époque post-Covid, on voit notamment que le désir de se recentrer sur soi, la quête de sens est beaucoup plus importante. Voilà, aussi la question du Covid. Avec le temps, tout s'en va, bien sûr. Là, on ressort la chanson, évidemment, de Léo Ferré. 0826 300 300. Adonis, notre auditeur du jour, direction Bordeaux. Adonis, la tendance, on l'a vu dans la consultation, c'est oui, les femmes et les hommes ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Vous êtes plutôt dans cette optique ou dans l'autre, vous ? Force de constater que effectivement ça prend la tournure, mais il y a sûrement des explications à ça. Vous en avez une, par exemple, vous ? Alors, il y a tellement de raisons qui peuvent faire aujourd'hui de parler à une femme, à une fille, parce que on ne sait pas comment ça peut être interprété. Je vous vois venir, la fameuse drague, ça c'est vrai. Pour tous ceux qui ont été dragueurs, ça vous concerne peut-être, Adonis. Allez, moi je l'avoue, je l'ai été. Mais moi j'ai été un vrai dragueur, mais c'est vrai que je ne drague plus. Déjà parce que je suis trop vieux. non mais continue, Adonis. Alors moi pas parce que je suis trop vieux, mais parce que tout simplement je suis marié depuis 30 ans. Ah oui, moi aussi, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Priscilla me regarde avec les gros yeux. Déjà. Ça commence par là.
Ouais. Donc après, ouais, il y a des, alors, je sais pas comment on peut appeler ça, des efforts. Oui, non, enfin, je sais pas. Des adaptations. Ouais, ce qu'on appelait des concessions. Voilà, il faut que ça soit dans les deux sens, l'homme, la femme, dans le couple. Il faut que chacun mette du sien, quoi. Enfin, qu'il y ait un partage, que ça soit pas toujours le même qui fasse le boucher et l'autre le veau, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais effectivement, Adonis. Alors, on arrive effectivement à ces, vous avez parlé tout à l'heure de MeToo, à ces façons d'être finalement qui changent un petit peu. Et est-ce heureux ou pas, c'est pas à moi de le juger. En tout cas, il y a beaucoup d'avancées. Et je vous propose d'écouter cette féministe qui intervient, comme beaucoup de féministes, avec beaucoup de véhémence, notamment sur l'affaire Depardieu. Et écoutez ce propos donc de la journaliste essayiste Lorraine Bastide, en question le déséquilibre homme-agresseur, femme agressée face à la justice. Je trouve que c'est extraordinaire que dans cette conversation qu'on est supposé avoir, finalement, on demande aux victimes de raconter en boucle ce qu'elles ont subi. Pendant que les violeurs peuvent s'abriter derrière leurs avocats, parler par communiqué et attendre un procès qui n'arrivera jamais. Parce qu'ils ne seront pas jugés. Parce que les hommes puissants et riches ne sont pas jugés. Les hommes puissants et riches attaquent leurs victimes en diffamation. Et généralement obtiennent d'ailleurs réparation. Il est là le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que les femmes ont l'impression d'être agressées et de ne pas pouvoir se défendre, les hommes ont l'impression d'être agresseurs, et il se passe des choses comme ça. Un mot sur l'affaire Depardieu, Priscilla Ludowski. Il est clair que il y a un débat. Est-ce que l'homme doit quand même conserver sa présomption d'innocence, quel que soit son statut, ou est-ce que lorsque il y a un doute, il faut tout de suite enrayer, parce que de fait, la femme est en situation de faiblesse? Je suis assez d'accord avec ce que dit Lorraine, parce que effectivement il n'y a pas le même pouvoir d'agir d'un côté et de l'autre. Et effectivement, que ce soit Gérard Depardieu ou une personne de son statut, évidemment que tout le réseau qui se met en place, que ce soit un réseau d'amis, de collègues, peu importe, c'est un réseau qui est important, qui pèse dans le débat public, et c'est clairement pas les moyens qu'ont les victimes en face, les personnes qui accusent Gérard Depardieu, et d'ailleurs d'autres personnes élèvent la voix en disant notamment que dans le milieu ça se fait, que ça devrait être dénoncé plus souvent, et certainement que certaines ne l'ont pas fait avant parce qu'elles sont menacées dans leur carrière. Et c'est aussi la notion de sacrifice ou de performance qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui est pas liée au sujet du sexe, et encore, pour avoir un rôle, pour avoir une place dans une émission ou autre. Donc je pense que ce que dit Lorraine, c'est quand elle dit les hommes puissants ne sont pas jugés, c'est peut-être, alors il y en a qui vont en justice et qui sont condamnés, mais c'est quoi cette condamnation? Quel est le poids de cette condamnation? C'est pas totalement vrai aujourd'hui. Oui, William Tay. Il y a des condamnations, mais je veux dire, je pense qu'elle veut dire sur le poids face à la victime ou aux victimes. Ça c'est un autre point, mais il y a les moyens d'embaucher un avocat, enfin tout ce qui se met en place pour une personne qui a les moyens, mais pas forcément sur ce sujet-là. Ça peut même être sur un sujet différent d'agression. William vous répond, Priscilla. William. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je trouve que les propos tenus par Madame sont excessifs et caricaturaux et participent au fait d'éloigner les hommes et les femmes. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'elle dit que quelqu'un est puissant, n'est pas juste, c'est pas vrai. Tout ça, c'est complètement faux. Si aujourd'hui une femme essaie de porter une attaque en justice contre un Depardieu, un Emmanuel Macron ou n'importe qui, je dis pas qu'Emmanuel Macron, j'en sais rien, mais n'importe quel type puissant, forcément les médias vont saisir de cette affaire. Ça va se passer comme ça. Les médias vont saisir de cette affaire. Il y aura un article et il y aura une présomption de culpabilité sur l'homme puissant. Aujourd'hui, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si par cas vous avez ce premier paramètre qui est pris en compte, vous avez forcément un avocat qui va se dire il y a de l'argent à tirer, donc il va proposer service bénévolement à la personne qui est préjugée victime. Et donc du coup, vous avez toute une machine qui se met en place pour ça permet de libérer la parole de la femme, donc ça permet aux femmes qui sont véritablement victimes aujourd'hui de porter justice. Mais ce serait faux de dire que les hommes puissants ne sont pas victimes. Si aujourd'hui vous avez un nombre d'acteurs avec l'affaire MeToo qui ont été mis en cause et qui ont été après innocentés à juste titre, et ben vous avez quand même des carrières qui ont été brisées. C'est quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte. Je vous interromps parce que le temps tourne. Je suis vraiment, c'est frustrant parce qu'on aurait plein de choses à se dire, mais c'est vrai que dans cette situation, on le voit bien. De fait, on se dit bon, l'homme est forcément coupable et la femme est forcément victime. Ce qui est dans la majeure partie des cas, puisque c'est le cas qui fait la situation et donc le procès le cas. Mais n'oublions pas que ça ne peut être forcément pas
obligatoire parce qu'il peut y avoir de la manipulation aussi. Abel, en 20 secondes, ouais. De toute façon, remettre en cause le principe de la présomption d'innocence, c'est remettre en cause l'état de droit, d'accord ? Maintenant, il faut avoir beaucoup de nuances dans ça, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont victimes d'agressions sexuelles qui ne portent jamais plainte parce qu'elles ont peur. Et je pense que ce qu'a voulu dire la dame au travers de l'audio que nous venons d'entendre, même si le propos peut paraître outrancier, c'est que la victime a peur, elle a peur déjà lorsque son bourreau n'est pas puissant, et je pense que cette peur est amplifiée avec, lorsque le bourreau, on a parlé de Gérard Depardieu, bien entendu, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on peut parler d'autres personnes. Il y a eu Hervé Weinstein, qui était le grand mania producteur d'Hollywood, qui était tombé. Donc c'est pas forcément évident aussi d'attaquer une personne médiatique. Les vraies voix, merci. Vraiment, c'était passionnant, je le savais, 80%, on peut pas. Alexandra Van Timbella, justement, je voulais vous remercier pour votre expertise. Si en 15 secondes, vous pouvez nous donner une conclusion, vous êtes fabuleuse. Alors, la conclusion, peut-être pas, mais quand même rappeler que les viols, les tentatives de viol et les violences sexuelles se font aussi au sein du couple. Et 45% des violences conjugales, les tentatives de viol et viols se font au sein du couple. Donc, juste pour rappeler aussi et c'est d'autant plus difficile de statuer pour la justice dans ces cas-là, puisqu'on est dans l'intime. Vraiment, merci de votre éclairage. Bravo, les vraies voix sur ce sujet. On en refera le même thème. Je reposerai la même question, peut-être. Parce que c'est vrai que c'est au cœur de notre vie. On a pris un petit peu de retard, on se dépêche. Dans un instant, nous jouons, attention, petit quiz pour se détendre, quiz musical. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons.